Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose le corrigé de quelques exercices de l'unité 5.2. Alors, pour un début, je vous propose les numéros 1, 2 et 3. L'idée est de faire un retour sur comment faire pour étudier le signe d'une matrice. Donc, pour l'exemple 1, on a une matrice A2, 2. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, pour l'une des exercices de l'unité 5.1, trouver le signe de A revient à regarder les déterminants principaux. Donc, si pour la matrice A, je prends le alpha 1, c'est-à-dire le premier déterminant, le 3 est positif, alpha 2, donc je fais le déterminant de 2 de toute la matrice, les deux sont positifs, donc je peux dire que ma matrice est définie positive. Pour le B, ben là, on a une matrice 3, 3, et bon, il faut absolument savoir calculer un déterminant d'ordre 2 et un déterminant d'ordre 3. Donc, les mineurs principaux de B, alpha 1 égale à 0, ça, c'est pas grave. Ça fait que la matrice est semi-définie positive. Ce qui est important pour que le critère de Sylvester nous aide à conclure, c'est que le déterminant de toute la matrice ne soit pas nul. Pour les besoins de notre cours. Donc, pour cette matrice B, on voit que le alpha 1 égale à 0, le alpha 2 égale à moins 4 est négatif, donc aucune chance que le B soit une matrice définie positive. Parce que pour que ça le soit, il faut que tous les alpha i soient positifs. Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, on dit que B est ou bien défini négatif ou bien indéfini. Pour le savoir, on va regarder la matrice moins B. Donc, moins B, ça revient à multiplier tous les termes de la matrice B par moins 1. Et on regarde les mineurs principaux. Donc, on les appelle bêta i. Bêta 1, c'est 0. Bêta 2 est négatif. Donc, aucune chance que moins B soit une matrice définie positive et donc que B soit définie négative. Là, on peut conclure, la matrice B n'est ni définie positive ni définie négative. On dit alors que la matrice B est une matrice indéfinie. Pour le C, c'est le même principe. Et donc là, je regarde les mineurs principaux et par chance, ils sont tous positifs. Ça veut dire que la matrice C, ouais. Donc, alpha 1 positif, alpha 2 positif, ça veut dire que la matrice C est, là je corrige, définie positive. C'est la bonne notation. Je vous propose maintenant le numéro 25, la question 25 sur la méthode de gradient. Alors, on veut minimiser la fonction f de x, y donnée sous cette forme. Oui. Et puis, on veut trouver un point critique. Donc, à partir de point 2, 2, donc, on va essayer de montrer, de trouver quel est le point obtenu après une itération en utilisant la méthode de gradient. Donc, ça permet de rappeler cette méthode. Donc, là, je vais représenter une courbe de niveau de la fonction f et mon point 2, 2 qui est là. Donc, on veut minimiser la fonction. Donc, on veut aller vers un minimum. Si je regarde le gradient de la fonction f au point 2, 2. Donc, je sais que le gradient va me mener c'est la direction où la fonction augmente le plus rapidement. Donc, cette direction que j'ai mis en noir ici ne peut pas mener à un minimum. Donc, je vais choisir une direction de descente. Donc, une direction de descente, de plus forte descente, c'est celle qui est contraire au vecteur gradient, opposé plutôt. Donc, ça va être mon vecteur D0. Donc, comment je vais procéder? Je vais dire point de départ. Donc, on va partir du point 2, 2. Et puis, on va prendre la direction de D0. Ça veut dire qu'on va se balader sur une droite qui a pour vecteur directeur le D0 et puis qui passe par le point 2, 2. Donc, cette droite D a pour équation, là je précise que D a pour équation, donc j'écris ces équations paramétriques, c'est x égale, donc je prends le point qui est dans cette droite, c'est le point 2, 2, plus un paramètre t fois le vecteur D0, pour un t appartenant à R. Donc, chaque valeur de t réelle va me donner un point sur cette droite. Bon, la méthode de gradient consiste à faire quoi? Ben, consiste à partir du point 2, 2, prendre la direction du vecteur D0 et puis trouver un point x1, c'est-à-dire où s'arrêter. Donc, s'arrêter en un point x1, donc le point 2, 2, ici c'est le point x0,
de sorte que la fonction f, qui est là, soit minimale sur la droite D. Donc, je cherche le point x1 de la droite D qui minimise la fonction petit f. Alors, le point x1 qui est là, c'est un point de la droite. Donc, l'x1, il aura forcément ses composantes qui vont s'écrire sous cette forme-là pour un certain nombre réalité. Alors, comment on fait? Première étape, c'est trouver le gradient de la fonction f en un point xy. Donc, je sais que le gradient, c'est un vecteur qui a pour composante la dérivée partielle de x par rapport à x au point xy et la dérivée partielle par rapport à y évaluée au point xy. Donc, je calcule une dérivée partielle. Là, je vais avoir 3x2 moins 12. Et par rapport à y, j'ai 3y2 moins 27. Alors, si j'ai besoin du vecteur d0, donc je vais calculer le gradient de f au point de 2. Donc, quand je fais le gradient de f au point de 2, je remplace x par 2 et y par 2. Donc là, je vais obtenir 0. Et là, j'ai moins 15. Donc, la direction que je dois prendre, le d0, c'est moins le gradient de f. Donc, ça va être le vecteur 0, 15. À quoi ça va permettre? Ça va permettre de définir la droite D. Donc, ma droite D, ça sera la droite d'équation xy égale le point qui appartient à la droite plus des fois la direction, c'est-à-dire 0, 15, pour t appartenant à R. Donc, le point x1 que je cherche aura pour composante 2 plus 0 fois t, 2 plus 15 fois t, pour un certain t appartenant à R. Alors, quelle est la contrainte sur t? Ici, ce qu'il faut voir, c'est que le t doit être strictement positif. Parce que si mon t est négatif, ça veut dire que je vais prendre la direction du gradient. Mais si t est positif, je vais prendre la direction de d0, donc la direction contraire du gradient. Et donc là, ça va me permettre d'être sûr de me diriger vers une valeur plus petite que celle en f de x0. Donc, dans notre démarche, on va retenir que les t qui vont être positifs. Donc, le vecteur, le point x1, je simplifie. Donc, ça va être le vecteur, le point de composante 2 plus 15t. Alors, je rappelle, ce que je veux, c'est minimiser la fonction f sur la droite D. Donc, en tout point de la droite D, ma fonction f, ça va être de la forme f de 2 plus 15t. Et donc, je remplace dans ma fonction. La fonction, c'est x3 moins 12x. Donc, j'aurai 2 à la 3 moins 12 fois 2, plus 2 plus 15t à la 3, moins 27 plus 2 plus 15t. Donc, je rappelle, notre objectif est de minimiser, trouver la valeur de t qui minimise cette fonction. Bon, alors, après simplification, je trouve cette quantité-là. Inutile de développer, parce que mon objectif est de minimiser cette fonction, donc trouver la valeur de t qui annule, qui soit positive, qui annule la dérivée, qui assure que f a un minimum. Donc, on remarque qu'on tombe sur une fonction qui dépend juste de la variable t. Et notre objectif, ça va consiste à minimiser cette fonction. Pour cela, on va dériver cette fonction. C'est une fonction à une variable. Donc, je vais 3 fois 2 plus 15t au carré. Je dérive l'intérieur, donc je fais fois 15, moins 27 fois 15. Donc, je factorise. Donc, là, j'ai 3 fois 15, 45. Donc, j'aurai 45 multiplié par 2 plus 15t au carré, moins 9. Alors, la dérivée égale à 0. Ça veut dire que 2 plus 15t
égale à plus ou moins racine de 9, c'est-à-dire plus ou moins 3. Donc, j'obtiens deux valeurs de t. La première, t égale à 1 sur 15, et la deuxième, t égale à moins 1 tiers. Voilà. Donc, laquelle je vais retenir? Donc, celle-là, elle est négative, donc on va la rejeter. Parce que c'est sûr qu'elle ne va pas me mener vers un minimum. Celle-là est positive, donc on la garde. Alors maintenant, je suis prête à écrire ma réponse. Bien sûr, si je veux voir est-ce que j'ai vraiment un minimum pour cette fonction, je vais faire le test de la dérivée seconde. Donc, ça, c'est supplémentaire. Je vais calculer la dérivée seconde de la fonction. Donc, je dérive celle-là. Je vais avoir 15 facteur de 2 fois 15 fois 2 plus 15. Et je vois que f second au point 1 sur 15, ça va être positif. Donc, ça veut dire la valeur t égale à 1 sur 15 est bien une valeur qui minimise la fonction f. Donc, maintenant, je suis prête à écrire ma réponse. Ben, le point x1 cherché a pour composante 2, 2 plus 15t. Et le t que je dois prendre, ben, c'est 1 sur 15. Donc, la réponse, je remplace t par 1 sur 15. La réponse, ça va être x1, c'est le point de 3, composante de 3. Donc, par rapport à notre question, c'est la réponse A qui est bonne. Donc là, vous avez le corrigé de toute la question écrit au propre. Ça peut vous aider à vous retrouver un peu. Question numéro 27. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? La méthode de gradient a été utilisée pour maximiser une fonction. Donc là, on retient bien qu'on veut maximiser une fonction. Donc, si on veut maximiser, on va aller dans la direction du vecteur gradient. On ne va pas prendre une direction de descente. Plutôt, on garde la direction du gradient. Donc, à partir d'un point x0. Donc, chacune des figures représente un point. Donc là, je suppose le point pi0 qui est là, c'est lui qui a pour composante x0 égale 0. Et on veut savoir laquelle des figures suivantes, A, B ou C, représente les points produits par la méthode de gradient. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on veut utiliser la méthode de gradient, on va prendre la direction du gradient, donc la direction perpendiculaire à une courbe de niveau. Donc là, je regarde, est-ce que le point P0 va me mener au point P1 et P1 va mener à P2, P2 va mener à P3, etc. Donc, si je prends le point P0 et sur cette courbe de niveau, si j'applique la méthode de gradient, donc là, je vais prendre une direction perpendiculaire à ma courbe de niveau. Alors, la direction de M étant un maximum, donc ça veut dire, c'est ça la direction du vecteur gradient au point P0. Donc, on voit bien que sur cette droite-là, le point produit par la méthode de gradient se trouve sur cette droite. P1 n'y est pas. Donc, ce n'est pas la figure A. Je vais regarder la figure B. Ben, si j'applique la méthode de gradient, mon point de départ, c'est le point Q0. Je vais prendre une direction perpendiculaire à la courbe de niveau qui contient Q0 en suivant la direction du vecteur gradient, parce que je veux maximiser, ben, je vois bien que le point Q1 se trouve sur cette droite-là. Donc, c'est correct. Maintenant, à partir de Q1, je vais encore une fois appliquer la méthode de gradient. Donc, je vais prendre une direction perpendiculaire à la courbe de niveau. Donc, le gradient au point Q1, c'est ce vecteur-là. Et je vois que le point Q2 se trouve bien sur la droite qui passe par Q1 et qui a pour vecteur directeur le gradient en ce point. Alors maintenant, encore une fois, je vais prendre une direction, une droite, qui contient le point Q1 et qui a pour vecteur directeur le gradient de ma fonction en Q2. Donc, ça va produire, on voit bien que le point Q4, Q3
se trouve bien sur sa droite. Donc, la figure B répond à la question. Bon, qu'en est-il pour la figure C? Je vais essayer de voir. Partant du point R0, si je prends une direction perpendiculaire, la direction de gradient étant perpendiculaire à la courbe de niveau, donc la droite sur laquelle le P1, le premier point produit par la méthode de gradient, doit être sur cette droite-là, mais le R1 n'y est pas, donc ça veut dire ce n'est pas le bon graphique. Donc la bonne réponse, c'est le B. Question numéro 32. Donc là, on a les courbes de niveau d'une fonction f. Le point M donné ici est un maximum. Donc, on sait que les courbes de niveau sont circulaires autour d'un maximum ou un minimum relatif. Le relatif, ça veut dire local, bien sûr. Donc, si on veut maximiser à partir du point P, on va prendre la direction du gradient, parce qu'on va dans la direction où la fonction augmente. Donc, la méthode de gradient, qu'est-ce qu'elle fait? Désolé. Donc, la méthode de gradient, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, la méthode de gradient va produire un point. Donc, ce qu'il fait, je prends à partir du point P, le point suivant avec la méthode de gradient. Donc, il se trouve sur la droite, qui contient le point P et qui a pour vecteur directeur le gradient. Ça veut dire sur la droite que j'ai mis en vert ici. L'idée, c'est que cette droite-là, bien sûr, elle doit être perpendiculaire à la courbe de niveau qui contient P. Alors, où s'arrêter? Donc, il faut s'arrêter en un point sur cette droite que j'ai mis en vert, cette droite-là, et en laquelle, quand tu fais, donc en un point Q, P1 si vous voulez, de sorte que le gradient en P1 soit perpendiculaire au gradient en P. Donc, ça veut dire que je suis obligée d'avoir le gradient au point P1 perpendiculaire à la droite verte. Donc, je suis obligée de prendre cette direction-là. Le point qui vient après, à partir de P1, ben, je vais aller dans la direction perpendiculaire sur la droite qui contient P1 et qui a pour vecteur directeur ce vecteur-là. Et donc là, où m'arrêter? Ben, je m'arrête en un point en lequel le gradient va être encore perpendiculaire à ma courbe qui est là. Donc là, je vais juste considérer, voilà, donc ça veut dire, je vais prendre un point de sorte à ce que le gradient ma courbe va être perpendiculaire à la droite. Donc là, j'ai mal représenté, mais donc ça va donner une suite de points perpendiculaires. Toujours, les gradients vont être perpendiculaires entre eux. Donc ça veut dire le gradient de f en P va être perpendiculaire à celui en P1 qui va être perpendiculaire à celui en P2. C'est ce qui aide à faire un choix. Donc, une réponse propre pour la question qu'on vient de traiter. Donc, à partir du point P, je prends sa droite, j'arrive à ce point P. Donc, vous voyez que c'est des segments de droite perpendiculaires qui vont me donner la suite du point produit par la méthode de gradient. Je termine par la question numéro 26. Alors, première question. Donc là, on a un graphique qui nous donne, c'est le graphique d'une fonction h de t. Donc, h de t ici, donc je vais juste apporter la correction qu'il faut. Donc, on applique la méthode de gradient. On veut minimiser une fonction à 3 variables. Donc, j'ai une fonction à 3 variables. À partir du point x0, donc mon point de départ, c'est le point 2, 2, 1. Et puis, ce que je sais, c'est que le gradient de f en ce point, c'est le vecteur 3, 3, moins 1. Et puis, là, on me donne le graphe d'une fonction h de t égale à f de 2 moins 3t, 2 moins 3t, 1 plus t.
Le premier truc, c'est que représente cette fonction? Pourquoi cette fonction h de t? Alors, je rappelle un peu ce qu'on a vu pour la méthode de gradient. Donc, on est au point x0, c'est le point de 2, 1, et puis on veut minimiser la fonction. Donc, ça veut dire le gradient de f au point x0, qui est le vecteur 3, 3 moins 1, est ici. Et si je veux minimiser cette fonction, ben, je vais prendre la direction une direction de descente, une direction qui est perpendiculaire à ce vecteur-là. Ça va être le fameux vecteur D0 direction qui est opposé à celui de gradient. Donc, le vecteur D0 que je prends ici, c'est moins le gradient de f en x0. Bon, alors, la méthode de gradient, je rappelle encore une fois, elle consiste à trouver un point x1 qui se trouve sur sa droite et le choix de x1, on va choisir sur cette droite D. Alors, c'est quoi cette droite D? Quelle est l'équation de cette droite D? Donc, les équations paramétriques de la droite D, c'est une droite, les points de cette droite sont ces droites à 3 composantes, x, y, z, telles que x, y, z égale. Donc, le point de départ, elle contient le point x0 qui a pour composante 2, 2, 1, et elle a la direction de D0, donc plus t fois le vecteur D0, pour t appartenant à R. C'est l'équation paramétrique de la droite D. Ça veut dire que tout point de la droite D est donné par un réel t. Quel que soit le point que je prends ici, il a un paramètre t qui le donne. Maintenant, pour m'assurer que je vais dans la direction de t0, je dois avoir un t strictement positif qui va me donner x1. Mais le x1 ici, c'est le point en lequel la fonction f est minimale sur D. Donc, ça veut dire ma fonction f sur D. Donc, tout point de D s'écrit x, y, z égale. Donc, je vais avoir 2. Oui, il faut d'abord que je trouve des zéros. Donc, le vecteur des zéros. Alors, je t'ai dit que le vecteur des zéros, c'est moins le gradient de f en x0. Donc, c'est moins le vecteur 3, 3 moins 1. Donc, ça veut dire que D0, c'est le vecteur moins 3, 1. Okay. Donc, les équations paramétriques de D, ça va être x égale à 2 plus t D0, donc moins 3t. Y égale à 2 plus t fois moins 3, donc t moins 3t. Et z égale à 1 plus t fois 1, donc 1 plus t, pour t appartenant à R. Donc, si je veux, tout point de D va s'écrire comme étant 2 moins 3t, 2 moins 3t, 1 plus t. Et donc, si je veux évaluer ma fonction en un point de D, j'ai juste à calculer f de ce point-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle h de t. C'est la fonction h qui est représentée ici. Donc, si je veux trouver la première question, trouver f de x0. Ben, f de x0, c'est-à-dire, c'est f du point 2, 2, 1. Donc, ici, il faut prendre t égale à 0. C'est le point obtenu pour t égale à 0. Ça veut dire que f de x0 égale à h de 0. Je regarde sur mon graphique. h de 0, donc c'est à peu près 22,2. Donc, on va répondre f de x0, c'est approximativement 22,2. On a terminé la première question. Deuxième question, quelle est la dérivée de f dans la direction moins 3 plus 1? Donc là, on veut calculer une dérivée directionnelle. Je veux
FU, quelle est la dérivée de f dans la direction du vecteur u au point de 2, 1? OK. Donc, par définition de la dérivée directionnelle, on sait que ça vaut le gradient de f au point 2, 2, 1, produit scalaire avec u sur la norme de u. Parce qu'il faut que u soit unitaire. Alors, c'est quoi le vecteur u? Le vecteur u, c'est le vecteur moins 3, 1. Et le gradient de f au point 2, 2, 1 est donné par, c'est le gradient de f, c'est 3, 3 moins 1. 3, 3 moins 1. Donc, je vais calculer. Donc, égal, le gradient de f, c'est 3, 3 moins 1. Produit scalaire, donc le u, c'est moins 3, 1, divisé par la norme de u. Donc, c'est la racine de moins 3 au carré, c'est 9. Moins 3 au carré, c'est 9, plus 1. Donc, je trouve 1 sur 9 et 9, 18. Donc, 19, 1 sur racine 19. Et puis là, 3 fois moins 3, ça fait moins 9. 3 fois moins 3, c'est moins 9, moins 1. Donc, c'est moins 19 sur la racine de 19. Donc, c'est moins la racine de 19. Donc, je rappelle que la dérivée directionnelle est un nombre réel, c'est un taux de variation. Et là, on trouve bien moins racine de 19. Question C. Quel sera le prochain point x1 produit par la méthode de gradient? Donc, nous, on a h de t égale f de 2 moins 3t, 2 moins 3t, 1 plus t. Le prochain point à partir de x0, avec la méthode de gradient, on va aller au point x1. Le x1 se trouve sur la droite que j'ai décrite tout à l'heure et il est obtenu pour la valeur de t qui minimise la fonction h. Donc là, quand je regarde le graphique, le minimum de la fonction est atteint quand t vaut approximativement 0,3. Donc, si t approximativement 0,3, ben, j'aurai h de 0,3, ça va être f de 2 moins 3 fois 0,3, 2 moins 3 fois 0,3, 1 plus 0,3. Et h de 0,3 est la valeur minimale, c'est la valeur qui minimise la fonction, donc le point obtenu, le point x1, ça va être le point de composante 2 moins 3 fois 0,3, donc 2 moins 0,9, ça fait 1,1, 1,1 et 1,03, ça veut dire 1,3. Question suivante, la question D, on me demande d'estimer f de x1. Donc là, il faut remarquer que f de x1, c'est h de 0,3. Et donc, on va faire une lecture sur le graphique. Pour t égale à 0,3, la valeur de la fonction, c'est 20, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est 20,1 à peu près. Donc, c'est approximativement 20,1. La question E, que vaut la dérivée directionnelle FE de x1? Donc, on va regarder, par définition, FU de x1, ça va être le gradient de f au point x1, produit scalaire avec u sur la norme de u. Alors, on se rappelle que le gradient de f, non, que le u, c'est quoi? Alors, le u, c'est le vecteur qui est donné 3, 3 moins 1. Le gradient de f en x1, ça vaut... bon, nous allons représenter la situation. On ne peut pas calculer, mais on va comprendre comment c'est fait.
Donc là, le point de départ, c'est x est 0. Donc, je vais prendre le gradient, il est perpendiculaire à la courbe de niveau. OK, il est perpendiculaire, donc je prends une direction de descente pour minimiser la direction des zéros qui va me mener à un point x1. OK. Après, si x1 n'est pas une valeur critique, puis bon, ce qu'on va faire, c'est que f de x1, alors le gradient de f de x1, il va être aussi perpendiculaire. x1 se trouve sur cette courbe de niveau. Donc, le gradient de x1 va être perpendiculaire à cette courbe de niveau. Et le gradient de x1 va être comme ça. Le gradient de f de x1. Donc, on voit bien que, tel que expliqué dans les derniers numéros, c'est que le gradient de f est perpendiculaire à cette courbe. Le premier point fourni va être perpendiculaire aussi à ça. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le gradient de f de x0 va être perpendiculaire au gradient de f en x1. Donc, pour rappel, si on a un vecteur u qui est perpendiculaire à un vecteur v, donc ça équivaut à dire que le produit scalaire uv égale à 0. Ainsi, quand je regarde cette dérivée directionnelle, ben, le produit scalaire du gradient de f en x1 avec u, qui est le gradient de f en x0, ben, ça va être 0. Donc la réponse, c'est que fu de x1 égale à 0.